Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info en ce vendredi 13, jour de chance ou pas, c'est selon. Aussi, nous allons nous intéresser ce soir à cette question existentielle liée bien souvent à nos propres superstitions, tout savoir sur l'origine du vendredi 13, sa symbolique, son côté porte-bonheur ou synonyme de malchance, voire de drame à travers le monde. Alors, restez chez soi ou foncez vers votre buraliste le plus proche pour un loto ou un petit euro-million ou tentez tout aussi bien votre chance au casino. On en parle avec vous et nous interrogerons l'anthropologue Dominique Desjeux, spécialiste du comportement social. Il nous en dira plus dans un instant sur cette légende et ses croyances concernant ce jour si particulier et de très forte activité pour les jeux d'argent. Et puis comme tous les soirs, toute l'actualité de votre journée en principauté, à la veille d'un long et très chaud week-end de l'Assomption. On en profitera pour parler d'ailleurs activité nautique et de prévention avec le sauvetage en mer. Nombre de rendez-vous sportifs également à l'affiche en cette mi-août. Nous nous pencherons ce soir sur la préparation physique de la Roca Team, nos basketteurs engagés en Euroleague cette saison, la plus belle des compétitions européennes, mais la plus prenante, la plus exigeante aussi, avec en plus une saison régulière de championnat de France à ne point négliger. Alors comment gérer ? Comment appréhender au mieux ces deux rendez-vous d'importance ? Diego Goncalves, le préparateur physique de l'AS Monaco Basket, sera notre invité dans 10 minutes. Et vous donc, en ce vendredi 13, attendez-vous avec impatience ce jour précis pour jouer, viser le gros lot, le ticket gagnant ? Êtes-vous sensible ou inquiet quand un vendredi tombe le 13e jour du mois? Avant d'aller plus loin avec notre invité, le sociologue Dominique Desjeux, Yannick Debever et Orazio Gaggino sont allés pour Monaco Info à votre rencontre pour parler chance, malchance et légende. Au vendredi 13, il y a toujours deux équipes bien distinctes chez les superstitieux. Celle qui compte sur la chance et celle qui fera tout pour éviter les malheurs. Il y a également ceux qui n'avaient pas remarqué ce jour spécial, loin des superstitions, juste un jour comme un autre. Pour moi, c'est un jour qui peut porter chance ou malchance, mais sinon, rien de plus. Alors moi, c'est ma date de naissance, parce que je suis né un vendredi 13 à minuit et quelques minutes. Donc pour moi, c'est un grand jour. J'ouvre les parapluies dans la maison, je passe sous les échelles, j'ai eu des chats noirs, donc voilà. Pas de superstition du tout. Alors pour ceux qui s'amusent à voir un signe dans cette date symbolique, les bureaux de tabac et casinos vous accueillent à bras ouverts. Les super jackpots des loteries françaises et européennes attirent et du côté des casinos, des gains bonus. Jusque 20 000 € sont mis en place pour l'occasion. Un vendredi 13, on peut constater une augmentation de 40% du taux d'occupation et de 15% du temps de jeu de notre clientèle, comparativement à des vendredis traditionnels. Oui, un réel engouement, parce qu'il y a un petit peu de fun, un peu de suspense avec le vendredi 13. Alors on est tous susceptibles de croire que ça va nous porter chance. Alors tout cela c'est bien beau et ça fait rêver, mais au fait, savez-vous d'où vient cette superstition du vendredi 13 ? Bonne question. Non, pas vraiment. Non, pas du tout. Je sais même pas ce qui se passe le vendredi 13. Je sais que c'est souvent les chrétiens, je crois, c'est ça ? Ou ça, le vendredi 13, ça synonyme de malédiction ou des trucs comme ça. Voilà qu'on s'y approche. Si les origines sont diverses, la plus répandue vient d'un chapitre très connu de la Bible. Lors de la scène, 13 personnages sont autour de la table, Jésus et ses 12 apôtres, parmi lesquels figure le traître Judas. Ce dernier a été désigné comme étant la 13e personne, celle de trop. Et juste après la scène et la trahison de Judas, Jésus fut crucifié un vendredi. Voici donc une explication de pourquoi le vendredi 13 est une date si spéciale. On vient de l'entendre, les gens sont, porte malheur, porte bonheur. C'est jamais simple un vendredi 13. On a envie de jouer quand même, on l'a senti un tout petit peu. Et puis il y a la légende, légende urbaine ou pas, vraie légende qui viendrait des Romains, des Grecs, qui sait. Avec nous, l'anthropologue Dominique Desjeux. Bonsoir à vous. Bonsoir. C'est vrai que cette légende, elle nous vient quoi ? Elle nous vient plutôt de Jésus, de la scène, ou elle nous vient de légendes nordiques ? Non, à ma connaissance, d'abord le chiffre 13 est lié directement à l'histoire de la scène, c'est-à-dire au jeudi saint, où Jésus, avant d'être conduit à la croix pour être tué, pour mourir, lui, il a fait un dernier repas. Et dans ce dernier repas, il y avait un des apôtres qui était Judas, et à qui on attribue le fait d'avoir dénoncé Jésus. Et donc, ils étaient 12 plus 1. Jésus, ils étaient 13. Et comme dit Guy Bedos, à la place de Jésus, moi, avec un nom comme ça,
je me serais méfié. Et donc, depuis ce jour-là, on n'est jamais 13 à table, et ça vient directement de la scène, et pas du tout de légende nordique, enfin, de ce que je sais en tout cas. J'ai une question à vous poser toute simple. Êtes-vous paraskevi décatriaphobique? Ça veut dire, est-ce que vous avez peur du vendredi 13? Pas du tout, non, pas du tout. C'est un bon mot pour le Scrabble. Je pourrais très bien avoir peur. Pour moi, avoir peur est une très bonne chose. La peur, c'est un capteur de danger. Ce qui est embêtant, ce n'est pas la peur, c'est l'angoisse ou c'est l'inhibition que ça entraîne. Ça, c'est embêtant. Le vendredi 13, ça rentre dans ces peurs et il semblerait, d'après une de mes collègues historiennes qui est spécialiste du jeu, que ce soit autour de François Ier que le mot 13 ou le chiffre 13 a été retourné pour en faire un chiffre positif. Et c'est surtout probablement dans les années 1930, où ça n'est jamais très marqué historiquement, mais on a des faits qui montrent avant et après, que c'est l'époque, la loterie nationale, qui a utilisé ce chiffre 13 pour en faire un chiffre porte-bonheur. De mon point de vue aujourd'hui, si on parle du vendredi 13, il y a un côté extrêmement ludique. On a fait une petite enquête à l'époque où il y a eu 4 vendredis 13 dans l'année. Et il faut savoir, quand il y a un vendredi 13, on passe en gros, à les chiffres que j'avais à l'époque, de 4 millions de joueurs, on passe à 8 millions. Je ne crois pas du tout que ces 8 millions croient en la magie et en des choses extraordinaires. Il y a un côté extrêmement ludique. Ils ne sont pas très joueurs. Et ce jour-là, c'est le jour où il faut jouer parce que c'est ce jour-là qu'on aura de la chance. Simplement, ils sont 8 millions à jouer. Voilà. Et ce chiffre 13, quand même, parce qu'il est très révélateur. Dans nos avions, il n'y a pas de rang 13. Dans les ascenseurs, certains ascenseurs, il n'y a pas de 13. Dans les hôpitaux, il n'y a pas de 13e étage ou chambre 13. Mais dans d'autres pays, oui, dans d'autres civilisations. Ce qui varie entre les cultures, nous, c'est le 13 qu'on supprime. Dans la culture chinoise, c'est le 4, parce qu'il y a un jeu de mots sur le ton du mot « ce » qui veut dire mort et du mot « ce » qui veut dire 4. Et alors, dans d'autres sociétés, ça sera d'autres chiffres, hein, ça varie. Là, ce n'est pas universel. Ce qui est universel, c'est qu'il y a des chiffres qui font peur et des chiffres qui sont bénéfiques. Ce qui varie, évidemment, c'est le chiffre. Ça varie dans toutes les cultures. Et le vendredi 13, ce n'est pas que français, c'est européen, c'est mondial? Pour moi, c'est toutes les cultures chrétiennes. Donc, c'est l'association du 13 à table de la Seine avec la mort sur la croix le vendredi. Donc, vendredi 13, c'est le summum même du jour négatif. Il y a des dates quand même qui marquent, bien sûr, comme ce vendredi 13. Vous comprenez qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout envie de sortir, par exemple, aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait peur? C'est quand on voit un phénomène négatif qui se reproduit plusieurs fois, un 13, et encore plus un vendredi 13. Et on dit, il n'y a pas de coïncidence. Si ça s'est répété 2 fois ou 3 fois, ce qui est évidemment très peu en termes de probabilité, c'est que ce n'est pas une coïncidence. Donc, il y a bien un lien entre vendredi 13 et le malheur. Et ça, c'est le cerveau humain qui est construit pour repérer des corrélations. Une corrélation, c'est 2 choses qui se passent en même temps, et en faire une causalité pour montrer que l'un est la cause de l'autre. C'est la base de tout ce qu'on appelle les théories conspiratoires aujourd'hui, etc. C'est vieux. Les théories conspiratoires ne sont pas nouvelles d'aujourd'hui et ne sont pas liées à QAnon. QAnon n'est que la suite d'une longue histoire. On n'oublie pas qu'un vendredi 13, c'est le jour où Adam et Ève se sont rencontrés, bien plus que cela. Voilà, on termine sur une belle note quand même pour notre humanité. Dominique Desjeux, attendez, bougez pas, il me reste 2-3 €. Je vais peut-être aller jouer quand même un tout petit coup. Hein, je pense que vous avez porté chance aujourd'hui. Merci à vous. Absolument. Il faut y aller, c'est le jour. Merci d'avoir pris du temps dans votre belle Provence. Merci à vous. Merci beaucoup. Et sans plus tarder, voici votre point info avec Julia Vial. Et on débute par les nommés pour le Golden Foot Award 2021 qui désignera le meilleur joueur du monde pour l'ensemble de ses performances. Bonsoir Julia. Bonsoir Christophe, bonsoir à toutes et à tous. Il y aura un seul vainqueur parmi 10 candidats. Je vous donne quelques noms, Messi, Neymar ou encore Benzema. L'un d'entre eux laissera ses empreintes pour l'éternité sur la célèbre Champions Promenade de la Principauté de Monaco. Les votes pour élire le footballeur à qui sera décerné le prestigieux Golden Foot Award 2021 sont officiellement ouverts depuis ce jeudi sur le site internet goldenfoot.com. Les supporters et les passionnés de ballon rond du monde entier peuvent voter jusqu'au 31 octobre 2021 pour élire le successeur de Cristiano Ronaldo, vainqueur Christophe en 2020. On parle compétition du week-end, Julia, avec le premier grand tournoi de rugby à 7 de la saison et de grands espoirs pour notre équipe nationale. Ils vont participer au tournoi Extenso Super 7. Le premier match pour les Monégasques aura lieu à 14h10 ce samedi contre Bordeaux-Bègles. 16 équipes sont engagées dans ce tournoi qui se déroulera en 3 étapes. D'abord à Aix-en-Provence ce 14 août, ensuite à Toulouse le 21 août et pour finir à La Rochelle le 28 août. Les 8 meilleures équipes sur les 3
3 tournois iront à Paris pour disputer une grande finale au mois de novembre prochain. Nous vous donnerons évidemment les résultats de l'équipe monégasque demain dans ce journal. Des nouvelles de nos cyclistes monégasques. Et on débute avec un point sur le coureur Antoine Berlin. Il était en train de faire la course parfaite dans les roues des meilleurs grimpeurs du Tour de Savoie-Mont-Blanc. Et puis il y a eu ce virage mal négocié, Christophe, qui lui a fait perdre de précieuses secondes. Avant cette étape, il occupait la 5e place du classement général et espérait profiter de cette ultime journée pour monter sur le podium final. Il finit malheureusement 8e du Tour, mais le coureur de Global Cycling n'a pas dit son dernier mot et compte bien tout donner au prochain rendez-vous. Et coup dur au Portugal pour Victor Langelotti. Le Monégasque a malheureusement été contraint à l'abandon sur la Volta au Portugal après 2 chutes. Grosse déception donc pour ce coureur qui s'était préparé pendant plusieurs mois pour ce grand rendez-vous. Et comme chaque soir, on s'intéresse au sport amateur. On connaît les dates de reprise, Julia, pour le handball. Au même titre que pour le volley, la médaille d'or des Français en handball aux Jeux Olympiques de Tokyo a dû donner de belles idées aux futurs petits joueurs. L'école de hand pour les enfants de moins de 9 ans ouvrira ses portes le 18 septembre à l'espace Saint-Antoine. De quoi reprendre les classes en douceur avant de se lancer dans une aventure sportive. Il y aura 3 séances d'essai gratuites pour permettre aux indécis de faire leur choix. La licence annuelle coûtera 140 €, mais pour les renouvellements d'abonnement, une réduction de 50% sera appliquée, Christophe. Et oui, en plein cœur de l'été, il faut déjà penser à la rentrée. Rentrée sportive, par exemple, déjà avant l'école, bien sûr. Rentrée pour nos basketteurs de la Roca Team. Avec nous, le préparateur physique de nos basketteurs, c'est Diego Goncalves qui nous fait la gentillesse d'être avec nous aujourd'hui sur Monaco Info. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes bien entouré de machines, mais pas de joueurs encore. Les joueurs arrivent, eux. Ils ont une convocation pour lundi matin, c'est ça? Voilà, tout le monde sera là lundi. Tout le monde sera là lundi. Pleine forme, j'espère, et vaccinés tous? C'est prévu pour le mardi. Le mardi, il y a une vaccination quand même complète. La session de rattrapage pour que tout le monde soit prêt pour la saison. D'accord, pour ne pas être embêté, pour se déplacer, parce que cette année, c'est une grande année. Il y a la France, bien sûr, le championnat classique, mais il y a surtout cette prestigieuse compétition formidable, l'Euroleague qui nous attend, et ça, c'est un sacré défi pour vous, le préparateur. C'est ça, c'est comme on a pu dire, 2 saisons en un grand nombre de matchs, donc c'est sûr que au-delà du nombre de matchs, c'est aussi les concurrents, c'est-à-dire qu'on va jouer contre des équipes de renommée. Donc on a hâte, mais on sait que devant nous, il y a un grand défi. Oui, 2 championnats bien distincts, le championnat national, domestique, et puis l'autre, l'international, l'européen, avec 34 matchs d'un côté, 36 de l'autre. En gros, il vous faut quoi? Il vous faut 2 équipes pour briller? Ouais, voilà, ce serait bien, ce serait l'idéal. Non, on a bien sûr qu'on va avoir un effectif un peu plus ample que l'an passé. Il faudra composer avec à peu près 14-15 joueurs. On va avoir 14-15 joueurs de disponibles. Vous tournez sur 14-15 joueurs évidemment. Ces joueurs qui arrivent, vous l'avez dit, lundi, la vaccination pour les retardataires. Et puis après, il y aura un stage à Bormio, ce qui veut dire que lundi, mardi, mercredi, c'est juste des tests physiques pour l'instant. C'est remettre les pendules à zéro? C'est ça. Lundi, mardi, mercredi, c'est checker que tout le monde soit prêt à partir en training camp, à partir à Bormio pour s'entraîner intense, etc. Donc lundi, mardi, mercredi, tests physiques, tests médicaux, entretiens individuels. Voilà, on prépare les bases pour que dès vendredi en stage, on puisse attaquer comme il faut. C'est devenu une habitude. Stage en altitude, stage à la montagne, à Bormio. Vous êtes là depuis très longtemps, une bonne dizaine d'années, c'est ça, Diego? Oui, j'attaque ma 11e saison. Et c'est le stage idéal pour, évidemment, se ressourcer, se retrouver et préparer. Et pas n'importe quelle saison, encore une fois. Il va falloir être bon d'entrée ou il faut attendre un tout petit peu? Je pense qu'on ne va pas avoir le choix. Voilà, c'est vrai que là, on est au plus haut niveau européen. Donc, qui dit haut niveau dit les matchs se gagnent sur des détails. Donc, il va falloir être prêt dès le premier match. Et on sait qu'on commence direct avec une grosse équipe contre le Pana à Monaco. Donc, il va falloir être prêt directement. Ouais. Vous allez quand même vous échauffer contre d'autres équipes. Je crois qu'il y a 2 matchs de prévus, 2 matchs amicaux à Bormio. Oui, c'est ça. On va profiter de toute la préparation pour mettre les joueurs en forme, pour trouver une cohésion d'équipe, pour que le coaching staff puisse mettre en place tous les aspects techniques et tactiques. Et du coup, bien sûr, après une bonne base de travail, il y aura plusieurs matchs amicaux qui vont s'enchaîner pour être prêts dès la reprise. Oui, il y aura quand même l'FS Istanbul. Vous avez quand même joué contre un champion quand même, pour vous préparer. Oui, on a l'habitude de les rencontrer là-haut. Donc non, ce sera de bonnes retrouvailles et on va jouer le champion d'Europe. Donc c'est parfait. Une préparation
physique, vous le spécialiste, Diego Concalves, c'est quoi? Pour nous par exemple, c'est de reprendre un petit footing, faire attention à ce qu'on mange. Est-ce que pour un grand champion c'est à peu près pareil? On commence doucement, on court un peu, on fait un peu de salle, un peu de muscu, on surveille son poids? Alors, le plus important, c'est quand même de les suivre avant lundi, c'est-à-dire qu'on les a suivis tout le mois de juillet, on sait ce qu'ils font, on sait où ils en sont, donc on commence à les connaître, donc on ne peut pas partir de zéro lundi. On a une petite base de données, ceux qu'on ne connaît pas, on les a eu en contact tout le mois de juillet. Donc ils vont, et à haut niveau, ils arrivent quasiment prêts. Et après, c'est partir de l'individualité de chacun et les mettre tous en forme pour que le collectif tourne de la meilleure des façons. Donc oui, on enchaînera travail sur le terrain, travail en salle, travail individuel, travail de récupération. À Bormio, on les a sous la main 24/24, donc on peut gérer aussi le sommeil, on peut gérer aussi l'alimentation. Donc non, c'est un très très bon début, ce stage à Bormio. Qu'est-ce qu'on mange quand on est basketteur? On fait comme les footballeurs, comme tout sportif de haut niveau finalement? C'est quoi? C'est à base de volaille et de pâtes? Oui, on peut résumer comme ça. Il faut aussi qu'on assure d'avoir assez de protéines dans l'apport quotidien. Il faut aussi s'assurer au niveau des minéraux, des vitamines, que tout soit bien agencé. Bien sûr, mais là, si on se projette un tout petit peu, ça va être plus compliqué parce que là, il va falloir quoi? Supprimer des entraînements, il va falloir s'entraîner comme on joue ou jouer comme on s'entraîne. Comment ça va se passer? Parce que là, ça ne sera pas un match par semaine, on est bien d'accord, c'est du 2 minimum. Là, sur le premier mois d'octobre de compétition, c'est 12 matchs avec des déplacements en Russie, des déplacements partout en Europe. Donc, si on regarde comme ça en dézoomant, c'est presque irréel, mais après il faut qu'on se plonge dedans, il faut qu'on étudie chaque déplacement, il faut qu'on trouve des moments pour s'entraîner, il faut qu'on trouve des moments pour récupérer, il faudra utiliser les 14 joueurs, il faudra qu'on soit prêt, donc oui c'est un petit casse-tête, mais on commence directement les pieds dans le plat avec 12 matchs en octobre, donc voilà, on va tout faire pour être prêt dès la reprise. 12 matchs en octobre, ça passe par même les voyages en avion, vous l'avez dit par exemple de soulever les jambes pendant le voyage et même faire des massages dans un avion ou dans un bus? Oui, je crois que là, on avait une petite discussion avec les kinés au club, d'être prêt au niveau des moyens de récupération, tout ce qui est bas de contention pour les voyages, etc. Tous les outils, on a doublé les outils de récupération pour dès qu'on arrive à l'hôtel, etc. Donc oui, aussi au niveau médical et les kinés, voilà, ils sont prêts aussi avec plus d'équipement et tout ce qu'il faut, ce sera à disposition des joueurs pour qu'ils soient en meilleure forme possible pour les matchs. Et vous savez faire, vous l'avez déjà prouvé bien sûr, vous êtes un orfèvre en la matière, préparateur physique de la Roca Team. Diego Concalves qui est avec nous juste avant le retour de tous les basketteurs. Lundi, les tests médicaux bien sûr et physiques pour repartir vers Bormio, stage qui démarre le 19 avec 2 matchs amicaux et ensuite la grande saison avec notamment, vous l'avez bien rappelé, 12 matchs simplement déjà, 12 matchs au mois d'octobre, c'est déjà une sacrée montagne, un sacré Everest pour l'AS Monaco Basket. Merci à vous, bonne préparation. Merci à vous, c'est gentil, merci, bonne soirée. L'été, encore et toujours, avec le plaisir de la baignade, mais également ses dangers. La noyade en est l'un des plus grands fléaux. En France, elle est responsable d'environ 1000 décès chaque année. Aussi, lors des vacances scolaires, certains ont décidé de se former au sauvetage en mer, le sauvetage aquatique. Des cours sont proposés dans le cadre du passeport culture du côté de la plage du Larvoto. Voici le reportage d'Émilie Rousseau et de Thomas Deus. Piqûres de méduses, hydrocution, crampes, malaise, les dangers de la mer peuvent être nombreux. Pour savoir comment réagir face à une personne en difficulté, ces adolescents ont décidé de se former, d'apprendre les notions de sauvetage, d'entraide et de surveillance. C'est vraiment une activité où les jeunes vont vraiment se dépenser et en même temps apprendre une discipline, un sport, un métier. Et il y a vraiment cette notion de sauvetage, donc d'aller secourir et vraiment d'aider une personne qui peut être en difficulté. En habitant proche de la mer, c'était logique de proposer cette activité. Ouais. Tous équipés d'une combinaison, ces jeunes se familiarisent dans un premier temps avec le nipperboard, cette planche utilisée en sauvetage côtier. Position, équilibre, ils apprennent tout en s'amusant, le secret de la réussite et d'une formation accomplie. Là, tu l'as mise à la perfection. Ça, c'est parfait. Place ensuite à la bouée tube, un autre matériel qui permet aux sauveteurs d'intervenir dans un environnement plus proche. Même principe que tout à l'heure. Il y en a qui vont jouer le rôle de la victime, d'autres qui vont faire le sauveteur.
Ici, l'exercice se fait sous forme de jeu de rôle pour rendre l'activité plus ludique. La bouée tube est l'ustensile le plus fréquemment utilisé. Des règles sont cependant à respecter, comme la distance à avoir entre la victime et le sauveteur pour éviter d'être tiré sous l'eau lors de l'intervention. 2 heures après une formation intensive, voilà nos ados prêts à agir en cas d'accident. Je l'avais fait l'année dernière en 5e et j'ai franchement beaucoup aimé. Donc je me suis dit pourquoi pas le refaire. Moi j'aime déjà beaucoup la Méditerranée, tout ce qui est mer, et je suis vraiment contente qu'ils aient pu faire une activité comme ça au Passeport Culture. Et moi déjà que j'aime bien toutes les activités sur l'eau, j'ai tenté et j'adore. Peut-être ça peut me resservir si occasionnellement si quelqu'un se noie. Je sais au moins les outils et comment s'en servir. Et peut-être que ce sera mon travail. Une formation qui tombait donc à point nommé et qui n'est pas seulement délivrée pendant les vacances d'été. L'Académie monégasque de la mer travaille en étroite collaboration avec la Fondation Princesse Charlène pour appliquer son programme des journées Water Safety. Voilà pour cette activité proposée dans le cadre du Passeport Culture à Monaco. Sachez également que cette formation peut se réaliser en groupe et sur demande auprès de l'Académie monégasque de la mer. Demain, nous parlerons cette fois de planche à voile, toujours dans le cadre de votre Passeport Culture. Et on vous retrouve, Julia, pour un nouveau point sur l'actualité tout près de chez vous. Et on commence par un acte nécessaire, le don du sang. Il n'existe pas de produit capable, Christophe, de se substituer complètement au sang humain. Le don de sang est donc irremplaçable et indispensable pour sauver des vies. Chaque année, 3500 dons sont nécessaires aux 800 malades transfusés en principauté. N'hésitez pas donc à vous rendre dans les centres de collecte de sang au CHPG. Vous pourrez faire cet acte de solidarité au pavillon Princesse Charlotte. Il est ouvert les mardis de 8h à 14h, les mercredis de 10h à 15h et les jeudis de 8h à 14h. Attention, exceptionnellement, pas de collecte sur site le mercredi 25 août prochain. Dernière grande soirée musicale pour le Sporting d'été. Une chose est sûre, Christophe, cette dernière soirée sera funky avec les Sister Sledge prévus ce samedi soir à la Salle des Étoiles. Leur plus grand succès s'appelle We Are Family, sorti en 1979. Je suis sûre que ça vous dit quelque chose. Ce titre est aujourd'hui considéré comme une référence dans l'ère up-down funk. Pour la première fois et quelques mois après, Neil Rogers and Chic ait foulé la scène de la Salle des Étoiles. C'est au tour donc des Sister Sledge de prendre place derrière les micros. Une belle soirée de clôture donc en perspective. Cinéma et un joli programme ce week-end au bord de l'eau. Regarder un film, oui, mais en plein air, c'est encore mieux. C'est ce que vous a proposé durant tout l'été le cinéma open air de Monaco. Ce samedi, c'est le film Disney Jungle Cruise qui est proposé. Avec Dwayne Johnson en acteur principal, cette œuvre retrace l'histoire d'une exploratrice intrépide. Elle est partie à la recherche d'un remède miraculeux dans la jungle amazonienne. Pour descendre le fleuve, elle engage Frank, un capitaine roublard aussi douteux que son vieux rafio délabré. L'improbable duo va alors affronter de nombreux dangers, puisque finalement, ce n'est pas seulement leur destin qui est en jeu, mais celui de l'humanité tout entière. Ce film sera diffusé en version originale à 21h, Christophe. Merci Julia. La culture, encore et toujours ce soir, avec la 17e édition du Mondial du théâtre qui débutera mardi prochain. Pendant environ une semaine, des troupes du monde entier vont se produire sur les scènes du Théâtre Princesse Grace et du Théâtre des Variétés, en respectant les règles sanitaires. En attendant, à J-4, ce sont les tout derniers préparatifs. Reportage signé Fabien Bonilla et Serge Prémont. On sort les flyers des cartons, on installe les affiches et les logos. En résumé, on peaufine les derniers préparatifs. Le village de ce mondial du théâtre a pris ses quartiers depuis plusieurs jours maintenant et pour la première fois au lycée technique et hôtelier de Monaco. Tous les 4 ans, la principauté se transforme en capitale du théâtre et cela depuis 1957. Une 17e édition qui se déroulera dans un contexte de crise sanitaire. Cette année, c'était très particulier à cause du Covid. Chaque festival nous prend à peu près 2 ans pour le mettre en place. Ça a été plus difficile à cause du Covid, où on a dû temporiser à chaque fois les décisions, les signatures de contrats. Normalement, en avril, par exemple, on a déjà tout signé. Là, au mois d'août, on n'avait pas tout signé. Et c'est vrai que ça fait un peu peur, c'est stressant. Et surtout, ça nous oblige à travailler beaucoup plus sur les dernières semaines par rapport à ce qu'on faisait avant.
Le mondial du théâtre en quelques chiffres, une trentaine de spectacles seront proposés gratuitement. À ce jour sont prévues 12 compagnies venant du monde entier, que ce soit des États-Unis en passant par la Finlande, la Lituanie ou encore la République centrafricaine. Il y aura 170 festivaliers et en tout 160 bénévoles pour veiller au respect des règles sanitaires et plus généralement au bon fonctionnement de la manifestation. C'est une grosse organisation parce que en fait, on a reçu plus de 82 candidatures qu'il a fallu catégoriser, qu'il a fallu analyser, où il a fallu définir si ça rentrait dans les critères du mondial du théâtre. Il a fallu organiser pour ça l'hébergement, les transferts. Donc ça, chaque section de bénévoles est en charge de cette organisation. Et donc c'est un travail vraiment qui est collectif et qui est assez conséquent. Chaque soir, dès 18 h, du théâtre à volonté. Excepté pour le coup d'envoi, ce mardi, la première représentation se jouera à 19 h, sachant qu'à 18 h à la mairie sera organisé un hommage à Henri Doria qui nous a quittés le 29 juillet dernier. Un homme de culture, Henri Doria s'était investi depuis longtemps dans le mondial du théâtre. La météo à présent, toujours aussi chaud, Julia. Effectivement, Christophe, il fera demain une journée similaire à celle que nous avons passée aujourd'hui. Chaleur et soleil seront toujours au rendez-vous. Les températures seront encore comprises entre 27 et 33 degrés, tandis que le soleil se couchera sur le rocher à 20 h 38. N'oubliez pas, ce samedi 14 août, nous fêtons les Évrards. Et comme le veut la tradition, voici vos instantanés du jour. Photo signée Stéphane Dana au cœur de la magnifique exposition Giacometti au Grimaldi Forum. Et ce, jusqu'au 29 août. Alors ne tardez pas, c'est un pur moment d'émerveillement. Bonne soirée et à demain, 19 h, pour une toute nouvelle édition de votre journal sur Monaco Info.